Tout le monde en a marre des applications de rencontres. En 3 ans, Tinder a perdu un tiers de ses utilisateurs. Le cours de Bumble a plongé de 94% depuis son introduction en bourse, et le groupe Match, qui détient quasiment toutes les applis de rencontres, est en chute libre depuis quelques années. De plus en plus de gens abandonnent ces plateformes, et en particulier la génération Z, qui commence à être lasse de swiper sans relâche, sans trouver l'amour. C'est même plus grave que ça en fait. D'après une étude conduite par Forbes, 79% des jeunes disent ressentir un burn-out vis-à-vis de ces applications. Une sensation de fatigue mentale, émotionnelle et même parfois physique. Ce ras-le-bol général, il vient pas de nulle part. Plus je m'y suis intéressé, plus j'ai commencé à entrevoir les ressorts psychologiques, biologiques et même philosophiques derrière ce naufrage qu'est la séduction moderne. Dans cette vidéo, on ne va pas seulement comprendre la chute de Tinder et de tous ses clones, mais on va voir que ce n'est que le début d'un phénomène bien plus profond qui trouve sa source dans les recoins les plus cachés de notre esprit. Au premier abord, la séduction, ça a l'air d'être un jeu, un passe-temps agréable qui fait se pavaner les hommes et rougir les femmes. Sauf qu'en fait, c'est sûrement l'affaire la plus sérieuse de toute notre vie. Après tout, c'est la base de la reproduction, et ça, c'est peut-être la finalité même de l'existence humaine. En tout cas, c'est ce que dit la théorie de l'évolution, et encore plus clairement son adaptation moderne, la théorie du gène égoïste de Richard Dawkins. En gros, il nous explique que les humains ne sont que des machines à faire survivre leurs gènes. Notre but ultime serait donc de transmettre notre patrimoine génétique à travers les âges, et d'après Dawkins, tous nos comportements sont organisés autour de ce seul et unique objectif. Bon, c'est pas très romantique, mais ça ouvre la porte à des réflexions hyper intéressantes. On pourrait parler de convergence évolutive, de psychologie évolutionniste, ou même de la sélection de parentèle. Tout ça c'est absolument passionnant, mais là on a 2 problèmes. Déjà, avoir lu ce bouquin, quelques pages Wikipédia et visionner 2-3 vidéos, c'est loin, mais alors très loin, de faire de moi un expert. Et deuxièmement, c'est pas le sujet de ma vidéo. En fait, si j'en parle, c'est surtout pour vous faire comprendre un truc. Faire l'amour, c'est important. Ouais ok, là c'est une sacrée vulgarisation, mais quand je dis important, il faut comprendre biologiquement important. C'est-à-dire que théoriquement, si la perpétuation des gènes représente la finalité de l'existence, on pourrait penser qu'au fil du temps, l'espèce humaine aurait organisé son processus de reproduction, et donc de sélection de partenaires, de façon optimale. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on est face à une crise sans précédent. Parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas du tout le cas. Seulement 76% des Français ont eu un rapport au cours des 12 derniers mois. C'est le taux d'activité sexuelle le plus bas depuis qu'il a commencé à être mesuré en 1970. Et chez les jeunes, c'est encore pire. 28% des 18-24 ans n'ont eu aucune relation sexuelle en 2023. C'est 5 fois plus qu'en 2006. Mais le plus inquiétant, c'est que c'est pas un simple problème de séduction. C'est une diminution globale du désir. Un réel désintérêt à l'égard du sexe. Dans une étude de l'IFOP, 50% des gens reconnaissent avoir déjà renoncé à un rapport pour regarder une série, un film ou jouer aux jeux vidéo. Les écrans rentrent en concurrence directe avec nos relations intimes. Et ce problème de désir, il est encore plus parlant si on regarde l'évolution des stats sur les défaillances sexuelles. En l'espace de même pas 20 ans, elles ont explosé chez les moins de 35 ans. Pourtant, à cet âge-là, les hormones sont censées faire le taf, et le désir doit être à son paroxysme. La conséquence, c'est un taux de natalité en chute libre. En fait, la dernière fois qu'il était aussi bas, c'était pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que la majorité des hommes étaient partis au front. Enfin bref, je vais arrêter de vous inonder de chiffres, vous avez compris l'idée générale, tous les indicateurs sont au rouge. On assiste à une déconnexion intime et surtout à une énorme incompréhension entre les sexes. Les hommes et les femmes s'éloignent un peu plus chaque jour pour se livrer une guerre où les 2 camps sont les grands perdants. Les relations modernes sont en pleine crise. Sauf que vous vous en êtes peut-être rendu compte, les crises, c'est toujours une occasion en or pour les grandes entreprises de faire énormément de profit sur le dos des gens et d'enrichir un peu plus les fortunes indécentes de certains individus qui pèsent autant que le PIB de tous les pays du monde. Et malheureusement, cette crise des relations ne fait pas exception. Le secteur privé l'a très vite compris, la déception amoureuse, c'est une super opportunité business. Il est estimé que le marché du porno génère 100 milliards de dollars par an. Pour vous donner une idée, c'est plus que le cinéma, la musique et YouTube combinés. En 2023, la plateforme OnlyFans a annoncé un CA de 6,5 milliards de dollars, soit une augmentation de 20% par rapport à l'année précédente. Bref, la misère sexuelle, ça paye. Mais le plus triste, c'est que c'est pas seulement le sexe qui est devenu une marchandise, c'est aussi l'amour. Les applis de rencontre ont totalement transformé la dynamique de recherche de partenaires. On se balade dans un supermarché numérique où tout le monde est défini par quelques photos et 2-3 lignes de description insignifiantes. On devient des produits, avec une fiche technique et un emballage. L'homme est une offre et la femme une demande. Avec 84% d'utilisateurs masculins pour 16% de femmes, c'est un vrai champ de bataille. Et comme dans tout marché déséquilibré, ceux qui ne sortent pas du lot n'ont aucune visibilité. Du coup, le problème, c'est qu'on n'essaye même plus de plaire à des gens, mais à un algorithme.
parce que chaque profil est analysé, trié et surtout noté. Sur Tinder par exemple, il est connu que chaque utilisateur reçoit un score Elo, exactement comme aux échecs. Sauf qu'ici, le grade de grand maître, on peut carrément l'acheter. Le score de Tinder évalue la désirabilité de chaque profil. Ça dépend de plein de choses. Combien de personnes le swipe, le comportement de l'utilisateur, combien de matchs il obtient, et surtout, avec qui il les obtient. Si on match avec une fille très bien classée, notre score Elo augmente. Si on fait que liker dans le vide, il chute. Évidemment, le score est caché à chaque personne, mais il conditionne tout. La mise en avant d'un profil, les différents utilisateurs qui le verront, et ceux qui sont condamnés à tomber dans l'oubli algorithmique. Mais même là, il y a une solution. Au moment où on est sur le point d'abandonner, coincé dans la boucle des 400 Elo qui perdent leur dame en moins de 10 coups, Tinder nous propose la solution miracle. Tinder Plus, Gold, Platinum et même Tinder Select. 500 € par mois pour pouvoir parler à n'importe qui sans même avoir besoin de matcher. Et c'est là qu'on touche à quelque chose de très dérangeant. On se rend vite compte que ces soi-disant applications de rencontres n'ont aucun intérêt à ce qu'on rencontre la moindre personne. En fait, il faut bien comprendre une chose. Chaque match qui aboutit à une vraie relation, c'est 2 clientes perdues pour l'application. Alors le fait d'avoir réduit la complexité du désir à quelques photos et une description creuse, ça aboutit la plupart du temps à des discussions stériles et des rencontres sans valeur. Et ça, c'est tout bénef pour les Tinder et compagnie. Je vous disais tout à l'heure que derrière chaque crise se cache une opportunité économique pour des businessmen sans scrupules. Eh bien celle-là de crise, c'est carrément une aubaine, parce qu'on peut l'entretenir. C'est même encore plus ironique que ça en fait. La solution proposée pour résoudre cette crise rapporte des millions de dollars à ses créateurs, tout en aggravant le problème. Et ça, ne soyons pas naïfs, ces entreprises le savent très bien. Plus le désespoir des utilisateurs est grand, plus ils passeront du temps sur l'application, et plus ils seront prêts à dépenser de l'argent. C'est une véritable économie de la frustration. Et ça marche. Tinder, l'application numéro 1 du marché, cumule plus de 80 millions d'utilisateurs à travers le monde, pour un total de swipes estimé à 4 milliards par jour. En France, environ 7 millions de personnes utilisent régulièrement des applications de rencontres, ce qui représente plus de 10% de la population totale. À ce niveau-là, on a dépassé le simple effet de nouveauté. Ça fait plus de 10 ans que ces applications existent et les chiffres ne font qu'augmenter. Donc tout semble indiquer que ce business est là pour rester. Les Tinder, Bumble et compagnie font désormais partie du paysage. Qu'on le veuille ou non, c'est ça, le futur de la drague. Enfin, c'est peut-être pas si évident que ça, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis un petit moment, quelque chose est en train de changer. Ça fait quelques années que le malaise vis-à-vis des applis de rencontre devient de plus en plus visible. Peut-être que vous l'avez vu dans votre entourage, voire même ressenti vous-même. Il y a comme un sentiment de rejet qui grandit, doucement mais sûrement. Et la bonne nouvelle, parce que oui, je considère ça comme une bonne nouvelle, c'est que ce rejet, il prend ses sources là où tout a commencé, chez les jeunes. La génération Z est en train de délaisser peu à peu les applis de rencontre. Alors ok, ça se voit pas vraiment en termes de téléchargement, mais les gens se lassent de plus en plus vite. Le nombre d'utilisateurs actifs stagne depuis quelques années et commence même à chuter. Le cours en bourse du groupe Match, qui détient presque toutes les applications de rencontre du marché, a perdu plus de 60% de sa valeur en 2 ans. Et ce que ces chiffres ne disent pas, c'est l'ambiance qui règne sur ces plateformes, sans même parler des faux profils ou de la prolifération des intelligences artificielles, mais plutôt le ressenti des utilisateurs. Parce que même parmi ceux qui sont encore là, une grande partie n'y croit plus. Ils continuent d'utiliser ces applis par réflexe, par ennui, ou parce qu'ils ont l'impression qu'il n'y a aucune alternative. Mais au fond, ils savent que ça ne mène à rien. Il suffit de demander autour de soi pour avoir le témoignage d'un mec qui raconte ses mésaventures sur Tinder, ou d'une fille qui explique pourquoi elle ne répond plus aux messages. Alors je dis pas qu'il y a aucune belle histoire qui s'est créée sur ces plateformes, d'ailleurs j'en connais moi-même personnellement, mais tout le monde le sait, c'est quand même loin d'être la norme. Je sais pas si vous avez remarqué que les campagnes de pub de Tinder se font plus fréquentes dernièrement. Ils mettent en avant des histoires d'amour réussies avec leur slogan « Tout commence par un swipe ». En fait, ces pubs ne sont qu'un symptôme, ou plutôt une réponse immunitaire de la part des entreprises qui tentent de vendre un idéal qui n'existe pas. La réalité, c'est que les applis de rencontre sont devenues le théâtre d'un malaise généralisé. L'application Hinge se présente comme l'application conçue pour être supprimée. Mais en vérité, le slogan, il sonne creux, parce que tant que le modèle économique repose sur l'addiction et la solitude, ce genre de jolies phrases, ça reste du maquillage. D'après une étude menée par Forbes en 2023, 79% des jeunes déclarent carrément ressentir un burn-out des applis de rencontre, une fatigue psychologique et même parfois physique. Beaucoup d'hommes n'ont plus de rapports, plus de rendez-vous et une estime d'eux-mêmes désastreuse. Et beaucoup de femmes se sentent réduites à leur apparence ou harcelées par une armée de profils désespérés. En fait, on arrive à un point de saturation. C'est même pire qu'un ras-le-bol technologique, c'est carrément un épuisement émotionnel. On n'en peut plus de parler pour ne rien dire. On en a marre de soigner notre vitrine algorithmique et de sortir des phrases d'accroche régurgitées. Et surtout, on est fatigué d'être des produits. On rêve d'autre chose,
quelque chose de plus lent et plus sincère, un échange qui ne soit pas dicté par un algorithme, mais par l'élan d'une parole ou le hasard d'un regard. Et si je mentionne le regard, c'est pas un hasard. Parce qu'une vraie rencontre, c'est deux présences qui s'accueillent. C'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas simuler ou remplacer numériquement. C'est une tension silencieuse, presque sacrée. Une rencontre authentique commence par un regard posé sur un visage. Le visage, c'est précisément le concept qui est au cœur de la pensée d'un philosophe français très important et pourtant trop peu connu, Emmanuel Lévinas. Et l'autre homme perce en quelque manière cet ensemble précisément par son apparition comme visage qui n'est pas simplement une forme plastique. Pour Lévinas, le visage c'est plus qu'une somme de traits ou une apparence, c'est une présence. Dans son livre Totalité et Infini, il développe une idée simple mais profonde: poser les yeux sur un visage, c'est être mis face à l'altérité. Quand on croise le regard de quelqu'un, on se retrouve confronté à quelque chose qu'on ne peut pas posséder, ni vraiment comprendre. On est face à l'autre, avec un grand A, un être vivant qui nous échappe et nous oblige à être présent. Dans son œuvre, Lévinas distingue deux manières d'être dans le monde. D'un côté, la totalité, un rapport utilitaire où tout est maîtrisé, connu et mis en ordre. C'est le monde matériel et les habitudes du quotidien. De l'autre, l'infini. C'est ce qui échappe, qui déborde de toute cette rationalité et qui oblige à sortir de soi. C'est un monde qu'on ne peut pas encadrer parce que l'autre y surgit. Il casse toute la logique de par la nature imprévisible de son existence. Et d'après Lévinas, cette apparition de l'autre, incarnée par un visage, est bouleversante, mais aussi fondatrice. C'est elle qui fait naître l'éthique. Et quand je dis éthique, je ne parle pas de principes abstraits ou de code moral défini, mais vraiment d'une conduite qui surgit spontanément lors d'une rencontre avec une autre personne. Une forme de retenue qui n'a besoin ni de loi, ni de menace. Bon, j'ai bien conscience en l'expliquant que ce concept de visage peut paraître un peu flou, mais en fait c'est très concret. On l'a tous vécu au moins une fois, ce moment où on s'apprête à faire ou dire quelque chose et où le regard de l'autre nous en empêche. Pas parce qu'on en a peur ou qu'on craint une punition, parce qu'on sent, instinctivement, qu'on n'a pas le droit. C'est une interdiction muette, incarnée physiquement, qui surgit simplement parce que l'autre est là, en face de nous. Lévinas a une formule qui résume habilement tout ce que j'essaye de vous raconter, peut-être un peu maladroitement. Le visage, par sa seule apparition, nous signifie « tu ne tueras point ». Dans ce sens-là, le tu ne tueras point est le commencement véritable de la raison et de la paix. Quand j'ai lu ça, j'ai tout de suite pensé à une scène de la pièce Les Justes de Camus. Je trouve qu'elle illustre parfaitement ce concept. Dans Les Justes, le personnage de Kaliaïev et son groupe révolutionnaire préparent un attentat contre le grand-duc Serge qui gouverne la ville de Moscou. Ensemble, ils préparent cet assassinat pendant des mois, et enfin, l'occasion parfaite se présente. Kaliaïev est chargé de lancer une bombe artisanale sur la calèche qui transporte sa cible. Mais il va commettre une erreur. Avant de lancer la bombe, il regarde le visage des deux enfants assis à l'arrière de la calèche. Ce sont le neveu et la nièce du grand-duc. Ils croisent leurs regards, le temps d'une seconde seulement. Il voit leur visage enfantin et leur innocence naïve. À partir de là, impossible pour Kaliaïev de les tuer. Il ne lance pas la bombe et repart vers son groupe pour annoncer son échec. Ce genre de scène, c'est exactement ce que Lévinas cherche à exprimer. Quand on est face à un visage, on établit un lien silencieux qu'aucun algorithme ne saurait reproduire. Et finalement, c'est bien ça, la conséquence la plus désastreuse des applications de rencontres. La déconnexion des vrais visages, avec leurs hésitations et leurs imperfections, les silences gênants, les regards appuyés, les sous-entendus qui nous échappent. Swiper Tinder, c'est faire ses courses dans le grand supermarché des visages. Toutes ces photos retouchées, ces images choisies avec soin, recadrées avec des filtres et je ne sais quel jeu de lumière. On les fait défiler frénétiquement sous nos pouces avec une désinvolture qui glacerait le sang de Lévinas et son concept d'altérité. Le pire, c'est qu'on finit par s'y habituer. On oublie ce que c'est, une vraie personne. C'est ça le plus grave, les applications de rencontre nous éloignent des autres. Les autres avec un grand A, de Lévinas, mais surtout les autres tout court. Le résultat, c'est la solitude. Une solitude globale, factuelle qui a triplé depuis 50 ans. Et peut-être encore pire, un sentiment d'isolement qui grandit. Chez les jeunes de 25 à 39 ans, c'est plus d'une personne sur trois qui se sent seule. Et là, on touche du doigt un énorme paradoxe. Parce qu'il faut bien se rendre compte qu'on parle d'une génération hyper connectée. Aujourd'hui, on peut envoyer un message à n'importe qui, où qu'on se trouve. On a des nouvelles de tout notre cercle social chaque jour via les publications et les stories sur les réseaux. Bref, on n'a jamais eu autant de moyens de communication, pourtant on ne s'est jamais aussi mal compris. Et ça, c'est parce que les réseaux ont bouleversé notre rapport à l'autre. Ils ont transformé les conversations en flux, les émotions en réactions et les intentions en suppositions. On ne se voit pas, on ne s'entend pas, donc la plupart du temps, on ne se comprend pas.
on se devine. Quand j'ai commencé à écrire ce passage et que je voulais décrire au mieux ce qu'on ressent quand on communique par message sur les réseaux, il y a un sketch de Key & Peele qui m'est venu en tête. Ce sont deux amis qui échangent des SMS. Ils essayent de s'organiser pour aller boire un verre. Are we on for tonight? Jordan a l'air d'être un mec plutôt tranquille qui fait des réponses simples et directes. Keegan, lui, interprète très mal tous les textos qu'il reçoit et croit que son pote est en train de se foutre ouvertement de lui. Like I said, whatever? This guy! La situation se désamorce seulement quand les deux amis se retrouvent physiquement au bar. Buddy! Like I said, first round's mine, a beer and a gimlet. For my partner, right? Et ça, je pense que c'est une situation qu'on a tous déjà connue. Ces moments d'incompréhension, de quiproquo, voire même des scénarios où on pense qu'une personne nous en veut profondément, mais en fait, quand on la revoit, on se rend compte que c'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, la communication c'est devenu un brouillard. On s'écrit avec des codes universels, mais on ne sait jamais trop ce qu'ils veulent dire. Vous aussi, vous vous êtes déjà fait embrouiller par une meuf parce que vous aviez mis un point après votre OK, non? Ou parce que vous n'avez pas utilisé le bon smiley. Pourtant, un même emoji peut être sincère, moqueur, poli ou juste une preuve de désintérêt total. Même le silence est devenu un outil à part entière. Un message qui tarde trop, un vu sans réponse, tout devient prétexte à malentendu. Et c'est ça le cœur du problème. Tous ces outils rendent le contact très facile, mais finalement, ils rendent aussi le lien très fragile. Sur les réseaux, la parole ne coûte rien, elle n'engage à rien. L'ambiguïté devient la norme, et comme on déteste l'incertitude, on imagine, on interprète, et on panique. Tout ça, c'est parce qu'on n'a plus le visage de l'autre en face de nous pour se rassurer. Et le ton de sa voix aussi. Toute cette enveloppe affective qui change tout, et qu'on ne trouve que dans la communication, en face à face. Et ce vide-là, un philosophe moderne l'a parfaitement identifié. Il s'agit de Roger Scruton. Comme Lévinas, il a consacré sa vie à réfléchir à ce qu'il y a de plus humain dans nos relations. Et lui aussi s'est beaucoup attardé sur le concept de visage, mais plutôt du point de vue de l'intentionnalité et du sens moral. Pour lui, la configuration physique d'un être dévoile sa vulnérabilité et sa singularité. Le regard, c'est ce qui rend l'autre irremplaçable. C'est ce qui fait qu'on ne peut plus l'ignorer ni le réduire à une statistique. Scruton explique que la vraie humanité ne peut naître que dans un espace fragile, entre deux personnes qui se regardent. Cet espace, c'est le Lebenswelt, le monde vécu. C'est un concept qu'on doit à des philosophes allemands à la base et que Scruton reprend à sa manière. Le Lebenswelt, c'est un mot un peu moche pour dire un truc très simple. C'est le monde tel qu'on le vit avant de le théoriser. C'est l'idée que notre rapport au monde passe par l'expérience directe, le ressenti, la présence à soi et aux autres. En gros, le monde de la vie. Le Lebenswelt, c'est le café du coin où on reconnaît le serveur. C'est les discussions à voix basse dans un bus, les regards échangés dans une file d'attente. C'est ce monde un peu flou et intuitif, fait de gestes, de voix et de silence. Et d'après Scruton, dans ce monde-là, le visage joue un rôle fondamental. C'est à travers lui qu'on perçoit l'autre comme une personne. Dans son livre Le visage de Dieu, il nous invite à redécouvrir la valeur de simples rencontres du quotidien. Le lien humain qui se crée quand on discute avec un autre transcende les relations purement matérialistes. Un visage, on le voit, mais surtout, on le lit. On y cherche des intentions, des sentiments, et ce petit truc en plus qui fait que l'homme est une espèce animale à part, la conscience. D'après Scruton, c'est simple, le visage est la surface de l'âme. Et cette idée, elle devient très précieuse quand on la remet dans le contexte de nos usages numériques. Parce que ce qu'on perd en swipant, en likant, en ghostant, c'est pas juste du romantisme, c'est tout un rapport au monde. Un rapport plus lent, plus incarné, plus incertain aussi, mais surtout, plus réel. Ce qu'on perd, c'est le Lebenswelt, le monde de la vie. Et c'est pas une question de nostalgie ou de retour à un ancien temps sans internet que je suis en train de vous vendre. C'est une porte de sortie de ce monde désenchanté qui nous berce d'illusions de plaisir et de recherche optimisée de partenaires. Quand on détache le visage d'une rencontre, on évacue en fait tout ce qui rend l'amour possible. L'attirance physique subsiste, mais l'amour comme présence réciproque disparaît. À chaque swipe, on perd un peu de notre humanité. Les réseaux sociaux et encore plus les applis de rencontre ont remplacé le Lebenswelt par des interfaces, des profils et des filtres. Ils ont troqué l'intuition contre l'optimisation. Alors à force, on finit par se méfier de la parole, des intentions et même de l'amour. Dans son livre Le désir sexuel, Scruton nous avertit que la rencontre de personne à personne est en train de se transformer en une rencontre de personne à chose. We live in a world in which, as you know, the I-you relation, which I think, and I think you think too, is fundamental to true sexual desire, is being eclipsed by this
I-it relation in pornography or in the standard representation of what sex is. Dans ce livre, Scruton dénonce la banalisation du désir à travers une critique subtile de la modernité. J'ai eu la chance de pouvoir en lire quelques chapitres en français parce qu'il est actuellement en cours de traduction chez Carmin. C'est une maison d'édition qui propose des versions françaises de qualité et qui partage des œuvres de penseurs, souvent oubliées en France. Ils font un super travail, vous pouvez aller soutenir cette belle initiative et précommander les 2 livres de Scruton, je vous mets le lien en description. Je précise que c'est pas une pub ou une sponsor, je touche pas du tout d'argent, je le fais de bon cœur parce que ce type de projet mérite du soutien. Alors foncez en description, ça vaut le coup. Ce que Scruton défend dans Le désir sexuel, c'est une conception élevée de la sexualité. Une idée de l'amour qui va bien au-delà de la simple satisfaction physique. Un idéal qui trouve son ancrage dans la responsabilité et la reconnaissance mutuelle. Au début de cette vidéo, je vous ai parlé de la théorie du gène égoïste et de la nécessité biologique pour l'homme de se reproduire pour transmettre son patrimoine génétique. Mais je pense que cet objectif ultime codé dans notre ADN n'est pas une finalité. Et surtout, il n'est pas incompatible avec une certaine vision romantique des relations humaines. Le désir est une force complexe qui transcende l'attirance charnelle pour toucher à l'individualité de l'autre dans un océan impalpable d'intention, d'imagination et de projection morale. Dans cette immensité inconnue, le visage, le regard et le geste deviennent des entités porteuses de sens. Si vous êtes engagé dans cette longue quête qu'est la recherche de l'amour, ou si vous souhaitez simplement entretenir ce sentiment, rassurez-vous, la solution se trouve là, dehors, loin de nos écrans. Elle est dans un clin d'œil, un sourire ou une caresse, dans le Lebenswelt, le monde de la vie.